gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Y'all ready for this? Y'all ready for this? Salut les petits loups, comment ça va? Moi ça va très bien comme d'habitude et bienvenue dans la troisième mi-temps, l'émission sportive de l'EM Radio. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas Mathieu qui présentera, qui introduit cette émission, c'est moi, Rémi Mazno. Ainsi à ma droite nous avons Paul-Henri Voisin, l'homme de l'ombre. Hello everybody. Et enfin à ma gauche, l'expert sportif de l'EM Radio, Alexandre Martinez, dit Marty, qui nous revient du futur comme d'habitude. C'est très gentil, c'est une bien meilleure présentation que celle de Mathieu en tout cas, merci. Bonsoir à à tous. Voilà. Donc Paul-Henri, je te laisse la parole. Ouais, alors aujourd'hui on va essayer de faire quelque chose un petit peu plus différent. On a relevé 2-3 informations autour du monde du sport et on va essayer donc de débattre un petit peu autour de ces différents thèmes. Donc ça concerne notamment la NBA et le foot, puis il y aura quelques top et flop qu'a préparé notre petit Martinez. Et donc le premier thème concerne la NBA. Donc la NBA est-elle le championnat sportif le plus attractif du monde? Effectivement, donc avant de revenir sur cette question que Paul-Henri nous a posée, on va revenir rapidement sur 2-3 petites informations qui ont marqué la semaine NBA. Évidemment, il y a plein d'informations, donc on a retenu les plus importantes, entre guillemets. Comme la semaine dernière, comme la semaine d'avant, Golden State est monstrueux. Donc, notamment grâce à leur match exceptionnel face aux Spurs, une victoire de plus de 30 points, si je me trompe, c'est 120-90, avec encore un Stephen Curry, un Klay Thompson exceptionnel, sans parler de Barnes et compagnie. Donc les Warriors sont tout simplement magiques. Ils culminent en ce moment, ça fait 40 victoires à domicile. Donc il y en avait eu 18 lors de la saison passée, et là ils ont enchaîné 22 victoires d'affilée. Donc ça fait 40 victoires, ils sont à seulement 4 victoires du record des Bulls
donc de 95-96, donc c'était vraiment la grosse équipe des Bulls. Donc voilà, le Golden State monstrueux en route vers la première place de saison régulière, ça, c'est presque une certitude. Donc ils auront la possibilité d'accueillir toujours le premier tour à la maison. Et voilà, la deuxième information qu'on a retenue pour l'NBA, c'est l'éviction de David Blatt, donc coach des Cavaliers. Il a été remercié, donc c'est une petite surprise dans le monde de NBA parce que les Cavs sont très bien placés, ils sont deuxième à l'Est. Il y a une très bonne début de saison. Oui, effectivement. Mais voilà, est-ce que le GM, c'est-à-dire la direction des Cavaliers s'attend encore plus de cette équipe? Je pense que c'est pour ça qu'il a été remercié. Parce que l'équipe tourne très bien, les joueurs sont excellents, Kevin Love, Kyrie Irving, J.R. Smith, sans oublier bien sûr LeBron James. Et je pense que voilà, les dirigeants de Cleveland ont voulu souffler un nouveau vent. Donc on n'a pas encore le nom du nouveau coach. Mais je pense que ce sera quelqu'un d'expérience pour pouvoir manager toutes ces stars. C'est quelque chose à dire sur le remerciement de David Blatt? C'est vrai que c'est un peu bizarre de le voir être remercié alors qu'il reste quand même sur une finale NBA. Et mine de rien, c'est vrai qu'ils sont toujours deuxième de conférence Est. Même si c'est vrai que je pense que la grosse défaite contre Golden State a un peu précipité la décision, parce que on voit bien qu'il n'a pas forcément eu le nerf pour essayer de relancer son équipe. Après, on dit ça de lui, mais bon, Greg Popovich, on n'a pas fait mieux avec San Antonio, alors qu'ils avaient clairement une équipe peut-être plus adaptée pour vaincre les Warriors. Mais voilà, c'est vrai que c'est une décision regrettable, je sais pas, mais c'est vrai que là, le véritable enjeu, c'est vraiment de réussir à manager LeBron James, quoi. C'est ça, c'est la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il est coachable? On l'a vu notamment lors des images de la finale NBA l'an dernier, c'est quand même lui qui prend les temps morts et c'est lui qui décide presque des systèmes qui vont avoir lieu. Donc voilà, c'est un peu... je pense que pour David Blatt c'était compliqué, c'était sa première expérience NBA aussi à noter. Donc il n'a pas été mauvais, hein. Je pense qu'il sera rappelé assez rapidement par une autre franchise, peut-être d'un moins de calibre que les Cavs. Mais voilà, il a fait 2 ans NBA, il a fait deux bonnes saisons, mais peut-être qu'il n'a pas l'expérience pour coacher de vraies stars NBA qui sont LeBron James ou Kyrie Irving. Enfin, je suis pas un expert en NBA, mais c'est vrai que quand on a un vestiaire de très très fort, de forte personnalité, et ça dans tous les sports, il faut savoir s'imposer, et c'est vrai qu'un entraîneur qui forcément peut-être pas la renommée, qui n'a pas pu faire ses preuves, il a beau être bon, certains joueurs estiment que ils savent, ils sont sur le terrain, ils savent, et c'est pas un petit nouveau qui va leur dire quoi faire. Donc c'est vrai que dans le problème de vestiaire aussi est à prendre en compte, parce que bien sûr. Dans ce cas-là, et surtout en NBA où on voit que c'est des égos. Ouais, voilà. Aujourd'hui, tu dis à Stephen Curry ce qu'il doit faire, je pense qu'il prend très mal. Donc Après, je pense que Curry, c'est pas forcément le même personnage que LeBron James. Oui, je pense que Curry est quand même plus fondu dans un collectif que LeBron James l'est. De toute façon, tir à 3 points, c'est facile, quoi. De toute façon, il tire de n'importe où, donc voilà, c'est pas un problème pour lui. C'est vrai que j'allais dire, Stephen Curry, cette semaine, qui a quand même marqué son 200e panier à 3 points de la saison. Enfin, rendez-vous compte, quoi. La moitié de la saison régulière, déjà 203 points, quoi. Exactement. Donc c'est sûr que le record en termes de 3 points sur la saison régulière, il va l'exploser, je pense. Ouais, sans doute, parce que il y a certains records qui ne sont pas battables, comme ceux de Will Chamberlain, mais c'est vrai qu'à son poste, ça va, c'est abordable, quoi. Will Chamberlain, le record le plus ouf, c'est 53 rebonds en un match. 53 rebonds. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte, hein. Will Chamberlain, donc c'était un joueur des années 60, c'était un des premiers joueurs à faire plus de 2 mètres, et ouais, c'est vrai que... Il jouait contre des nains en plus. Donc... Ouais, voilà, donc ça. Il jouait contre des nains d'1m80. Donc, enfin, voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, ça rend le record vraiment impossible à rattraper. Bon, on a vu Kobe un peu s'en approcher avec 83 points marqués lors d'un match, mais 100. Non. 100, ça va rester très très compliqué. Et le nombre de rebonds, alors j'en parle même pas. Parce que... c'est 53. 53, enfin, je peux mettre Dennis Rodman, qui était pourtant un peu un des meilleurs intérieurs, en termes de stats au niveau des rebonds. Il a jamais dépassé 30, quoi. Déjà là, en début de saison, on hallucinait quand André Drummond en faisait 26, donc pour arriver au double, c'est presque impossible. À moins de nous sortir un extraterrestre de 2m45, ça va être un peu compliqué. Un Yao Ming sur échasse. Encore une fois, je crois qu'il n'a que le génisme pour battre ce record. C'est ça. Et donc enfin, la dernière petite information qu'on a notée en NBA, c'est bien les joueurs de la semaine. Donc DeMarcus Cousins, encore une fois. Il a été tout simplement monstrueux cette semaine, avec 2 matchs à plus de 45 points. Dont un à 52 points, donc c'était un record de franchise pour les Kings. C'est rare pour un intérieur. Et c'est très rare pour l'intérieur. Notamment sur son match à 52 points, je crois qu'il culmine à 19 sur 24 au shoot.
Donc voilà, bon, les shoots qui tirent, ils sont pas très loin, mais Ouais, au ils moins, sont les mettent dessous, tous ouais. dedans, quoi. Ils sont sous panier, mais au moins ils les mettent dedans. C'est pas le contrario d'Andre Jordan, par exemple, qui est Ouais. moins bon Ou de Dennis Rodman. que Dennis Rodman, encore On une en fois. parlait tout à l'heure. Et enfin, l'autre, c'est Kemba Walker, donc joueur un peu plus méconnu. Ah bah, C'est le meilleur de jeu des Charlotte Hornets. je commence à le découvrir à NBA 2K. Ça y est, on a compris qu'il était très fort. C'est un meneur de jeu vraiment très avec beaucoup de vivacité, Ouais. très rapide, Très adroit. vivace, très adroit et qui monte très très haut, très vite. Donc ça souligne en fait cette récompense, je pense, ça souligne le bon début de saison de la bonne Charlotte. semaine des Charlotte Hornets. Même s'ils sont pris une branlée, je crois, hier soir. Hein. J'ai pas regardé les Il scores. me semble qu'ils ont bien perdu. Ouais. Je sais plus contre qui. Mais... Après oui, enfin, donc, en tout cas l'équipe de Nico Batum qui se porte pour l'instant bien et qui est toujours dans la course pour accrocher cette 7ème ou 8ème place qui ira en finale. Et donc enfin, pour finir sur la NBA, on va essayer de répondre à la question que Paul Henry nous a posée. Donc je la répète, hein, la NBA est-elle le championnat sportif le plus attractif du monde Je vais peut-être commencer, si vous me Ouais, laissez. vas-y. Moi je vais penser clairement que oui. Parce qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, je voulais citer en premier les infrastructures mises en place aux États-Unis. Je trouve que vous l'avez d'ailleurs un petit peu étudié peut-être en cours. Donc peut-être que vous pourrez réagir plus là-dessus. Mais voilà, on sait que chaque salle contient au minimum 40 000 places, je crois. Après, on parle même pas des infrastructures pour les équipes universitaires, pour des stades encore plus grands, avec une vraie formation pour vraiment former. Donc pour moi, ça fait une partie de ce pourquoi la NBA est très attractive. Ensuite, il y a les athlètes. Il faut noter quand même que les basketteurs sont des athlètes exceptionnels. Ils sont pas que grands, hein, ils sont rapides, ils sont endurants. Ça fait que bien sûr le sportif est encore plus fort. Et enfin, la dernière chose que j'avais souligné, c'est que la NBA, contrairement au football par exemple, c'est que c'est jamais ennuyeux, quoi. Il n'y a pas de 0-0 en NBA, donc il y a toujours du spectacle, il y a toujours des dunks. En il y a mini toujours poussin, des grands. tu sais. En mini poussin, on n'est jamais à l'abri d'un 0-0. Même en mini poussin, je pense que c'est très très rare. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Ouais. Mais en tout cas, Je voilà, il y parle a toujours du d'expérience. spectacle, il y aura toujours quelqu'un pour mettre un dunk, il y aura toujours quelqu'un pour mettre un contre. Ça fait quelque chose que du coup, on a envie de regarder, quoi. La Ligue 1, pour revenir, pour essayer de comparer, bon, pas forcément la Ligue 1, mais le football, je pense que l'autre championnat qui peut contrer cette question, c'est peut-être la Première Ligue, parce qu'elle aussi, elle a Voir la Liga, même si la Liga Voir est la plus, Liga. est plus comment dire, la Liga est moins jouée entre guillemets pour le championnat que la Première Ligue. Ouais. Mais tout le monde sait si Barcelone ou Madrid a gagné Ou l'Atlético. ou l'Atlético. c'est Ouais. que c'est suivi par des millions de personnes tout autour de la planète. Et du coup, voilà, en NBA, il y a l'avantage qu'il y a toujours du spectacle. C'est vrai. C'est vrai qu'en plus, j'allais dire, la NBA, enfin, en tout cas, le système de règles est très différent, très différent, pas excessivement, mais les règles sont différentes qu'en Europe. Dans le genre, par exemple, eux, ils ont droit à faire 3 pas au lieu de 2, donc c'est vraiment un atout indéniable quand il s'agit d'aller au panier et surtout de marquer des dunks. Il y a le fait aussi que, tout simplement, il y a des règles qui t'empêchent de genre de 5 secondes au poste. Tu vois, quand on parle de jouer au poste, ça veut dire jouer de dos au panier. T'as pas le droit de rester plus de 5 secondes au poste. T'as aussi encore 3 secondes en défense aussi, parce que normalement ça c'est une règle qui n'existe vraiment qui n'existe vraiment qu'en attaque. C'est pour empêcher les intérieurs de faire rester figés dans la raquette et d'attendre que les ballons arrivent pour ensuite marquer dessous. Là, ils ont aussi instauré ça en défense pour que les défenseurs sortent un peu de la raquette et libèrent l'entrée du l'axe pour aller au panier, quoi. Donc déjà rien que ça fait que le basket américain est super intéressant. En plus, j'allais dire ça qu'il y a toutes les structures qui sont mises en place. Enfin, toi tu parlais des stades de 40 000 places, mais il faut voir aussi ce qu'il y a à l'intérieur des stades. Enfin, c'est presque des parcs d'attractions à part entière, un stade là-bas. Hein, donc, c'est un vrai show qu'on va voir. Ah ouais, c'est pas juste 48 minutes de basket, c'est un vrai show autour avec toujours un spectacle. Enfin, c'est pour ça que quand tu vas voir un match de NBA, il y en a énormément, mais ça reste quand même tu vas pas voir un match de je sais pas, de Chicago comme tu vas voir un match de la SIG, quoi. Enfin, tu sais que dans la salle, la salle peut rester ouverte jusqu'à très tard dans la nuit parce que t'as des billards, sans doute des pistes de bowling, des jacuzzi, enfin, c'est un truc de fou. Hein. Parce qu'il y a la kiss cam. Il y a la kiss cam, voilà, exactement. Si vous voulez être filmé en train d'embrasser votre chair et tendre, asseyez-vous aux côtés d'une jolie fille. Ouais, voilà. Si vous voulez prendre le plus gros vent aussi. On a des vidéos comme ça. Ouais. Voilà, après vous passerez dans les zap de Splon. Exactement. Paul-Henri. Non, c'est vrai que moi, ce que j'aime bien avec l'NBA, et encore une fois, je le répète, je suis vraiment de très très loin, c'est qu'on a l'impression que dans les playoffs, hormis 4 équipes, tout le reste, ça change tous les ans. Oui, t'entends les Spurs, t'entends... il y avait Miami... Miami cette année, un temps récent. Ouais, voilà. Et donc, c'est vraiment... Alors, il y a les joueurs qui y jouent, mais il y a vraiment, quand tu arrives à avoir un bon collectif, les systèmes de draft est vraiment très intéressant pour ça. Ça relance tout, quoi.
un joueur peut amener une touche en plus et aider par le collectif. Et je pense au Golden State. Tout de suite, ça fait la différence, quoi. Alors qu'il y a 3 ans, il y a beau avoir la même base, ils n'y arrivaient pas, etc. Donc c'est vraiment pour ça, c'est vraiment très très intéressant. Il y a toujours une rotation sans cesse, on voit toujours le meilleur, et du coup, c'est ce qui fait que c'est toujours aussi spectaculaire. Et du coup, investir dans une franchise, parce que si on parle d'attractivité économique, investir dans une franchise, c'est très très lucratif. Déjà parce que voilà, le stade, etc., ça rend les bénéfices, c'est un show, et voilà, il suffit d'avoir le bon flair, amener les bons joueurs, etc. Et tout de suite, on peut démarrer quelque chose. Si aujourd'hui, les Qataris, ils achètent 3, ils sont quand même dans la merde, tu vois. Donc, Après, il faut savoir quand même que c'est un truc que j'ai regardé un peu sur Internet, c'est un truc très vicieux, tout cas, le business du basket aux États-Unis, parce que les franchises, enfin, il se trouve que les stades n'appartiennent pas aux franchises, mais appartiennent aux villes. Et le truc, et là où c'est hardcore, c'est qu'en fait, c'est un moyen de pression des franchises sur les villes. En gros, si vous décidez pas d'améliorer le stade ou faut quelconque comment dire, requête pour augmenter l'attractivité de la salle, la franchise peut menacer la ville de se casser dans une autre ville. Et ouais, le truc, c'est que la ville a absolument besoin de ça, parce que c'est vrai que ça développe tellement d'activités autour du stade que c'est les échos sont indéniables. Mais c'est vrai que les villes jouent vraiment très gros quand elles accueillent une franchise NBA, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que, alors j'ai pas de nom en tête, mais il y a des équipes qui ont changé de nom, parce que... le dernier exemple en date, c'est Seattle. Ouais, Seattle Supersonics, qui n'existe malheureusement plus, et qui maintenant on a le droit au Oklahoma City Thunder. D'accord. Moi, j'ai des trucs un peu bizarres, je pense aussi à Charlotte. Alors, pour vous, j'ai pas trop compris comment ça se passait, parce que Charlotte, il y a encore même l'année dernière, hein, c'était les Charlotte Bobcats, et maintenant ils ont changé de nom, ils sont devenus les Hornets. Et pourtant, Michael Jordan est toujours propriétaire de la franchise, et c'est un peu le truc que je trouve bizarre. Ça serait le nom caché, parce que c'est. Ouais, ça, j'ai pas tout compris non plus, parce que les Hornets avant c'était les New Orleans, Nouvelle-Orléans, maintenant ça s'appelle Pelicans. Donc peut-être qu'ils ont récupéré les Hornets pour un petit peu plus de choix, parce que je crois qu'historiquement, Charlotte s'appelait les Hornets déjà. D'accord. Mais après, ça c'est quelque chose d'un peu compliqué. C'est peut-être de la com, tout simplement, du marketing. C'est vrai qu'après. Donc ils commencent une nouvelle franchise, on va prendre un nom connu pour jouir de cet effet de notoriété. C'est vrai qu'après, des vraies franchises emblématiques, il n'y en a pas tant que ça. Parce que... t'as Boston et les Lakers, quoi. Et New York. Et New York, bien sûr. Après, je pense que Chicago aussi, c'est quand même. Déjà, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont là, donc mine de rien, 30 ans, c'est déjà gros pour une franchise NBA. Mais après, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce que disait PH, quoi. C'est que voilà, on a connu, tu parlais de Will Chamberlain dans les années 60, lui, je crois que c'était avec les Spurs, les Sixers qu'il a fait de gros scores. Après, dans les années 80-90, on a bien évidemment connu les Bulls de Michael Jordan. Ensuite, ça a été autour des Lakers de Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. Ensuite, on peut dire qu'il y a eu les Spurs. Voilà, il y a toujours c'est toujours nouveau. C'est très très dur de conserver son titre. Et ça apporte quelque chose de. Ouais, je veux dire que dans les années 2000, quand même, c'était un peu bizarre, hein, parce que je dise pas de conneries, enfin, hormis les Lakers, du coup, qui ont vraiment dominé les 3-4 premières années, après, ça a été extrêmement équilibré, c'était un coup Dallas, un coup Miami, un coup San Antonio, on a même vu Chicago redevenir champion, je crois, à un moment, enfin, ouais, donc... C'est vrai que c'est l'avantage, c'est vrai que toutes les saisons, on t'en parlait en plus il y a je ne sais plus combien de semaines, où tu disais que les équipes qui réussissent à faire le doublé, c'est extrêmement rare, chose que Golden State est pour l'instant en train de réaliser, quoi. C'est l'objectif, après ce qu'ils vont le faire, difficile à dire. C'est aussi qui est très intéressant en NBA, c'est que les playoffs, c'est une nouvelle saison qui commence, et puis c'est pas juste un tour éliminatoire. Les équipes comme ça sont aussi extrêmement dépendantes des blessures. Alors on a vu Cleveland l'année dernière, ce qui s'est passé avec les blessures de Kyrie Irving et Kevin Love. Qu'est-ce qui à quoi aurait ressemblé la finale NBA si Kyrie Irving et Kevin Love étaient présents? Ça aurait pu être exceptionnel, parce que déjà que la finale était magnifique, alors avec 2 joueurs de ce standing là en plus, ça aurait pu être vraiment exceptionnel. Je pense qu'on a fini sur la page NBA. Sur la page NBA. Ouais, du coup on va passer au foot, autre sport très très populaire. Ouais. Du coup on va voir l'inverse, parce qu'on a appris récemment que l'Olympique de Marseille était à vendre. Ouais. Et donc est-ce que le championnat français sauve-t-il, lui, d'un manque d'attractivité? Exactement. Hormis les Qataris, un petit peu les Russes avec Monaco, mais il y a eu ces deux-là quasiment coup sur coup, et derrière on a rien eu, ça n'a rien développé. Monaco n'a pas réussi à challenger le Paris Saint-Germain. Et là, on voit que Vincent Labrune met en vente son club. Donc voilà, il y a beaucoup de difficultés. Et est-ce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt d'investir en Ligue 1? Parce que c'est pas assez... Bon, c'est vrai que des matchs Nice-Metz, enfin anciennement, plutôt. Parce que là, Nice, ça va, mais voilà. Imaginez des matchs Caen. Saint-Étienne. Voilà, disons qu'un match Gazélec-Guingamp, ça fait pas rêver, quoi. Exactement. Voilà, disons que... je sais pas, Marty, peut-être commence. Non, comme tu le disais en préambule, l'OM est à vendre. Donc si vous avez entre 200 et 300 millions d'euros, n'hésitez pas. C'est un placement sûr. C'est un placement sûr. Demandez à Robert Louis Dreyfus. Pas Marita, du coup. Enfin,
Parce que Oui, Robert Margarita, Louis, oui, Robert non, Louis, justement. non, lui demandez pas. Ouais. Oui, Il vous répondra pas. Hein. Il vous répondra pas parce qu'il a tellement perdu qu'il a préféré. Et du coup, et donc Margarita a dit 100 millions d'euros, le club est à vendre pour 100 millions d'euros, ce qui est pas vraiment qu'on entend, je sais pas, que Bale il coûte 100 millions d'euros, autant acheter un club, enfin bref. Ouais, voilà. Et après, il faut avoir 100 millions de garantie pour pouvoir investir 100 millions de plus, donc l'idée de 200 millions. Et donc, pour revenir sur la question, un manque d'attractivité, oui, parce que là on le voit que Paris il est bien seul. Donc, même si il nous régale toutes les semaines, notamment le match de ce vendredi soir à Paris-Angers qui a été exceptionnel, avec des buts exceptionnels qu'on conseille d'aller voir. Paris est trop seul, quoi. Donc est-ce que c'est... Parce que ce que moi qui me fait peur, c'est que est-ce que PSG va subir ce pauvre championnat, entre guillemets, en Ligue des Champions? Parce que voilà, Chelsea, Manchester, ils sont préparés, que tous les week-ends ils ont des gros matchs. Même si c'est contre Everton c'est un budget qui va faire 2 fois le budget de Saint-Etienne ou de Lyon. Donc c'est une grosse équipe. Et du coup, ils sont un peu plus préparés. Pareil pour la Liga, même si la Liga, il y a quand même 2 grosses entités qui sont le Real et le Barça. Derrière l'Atlético, il y a Valence, il y a Séville, il y a des clubs qui sont meilleurs en Europe, qui sont habitués à ça. En France, il n'y a personne. En France, Paris, pour s'entraîner, ils ont Marseille une fois par an, mais quand on voit Marseille cette année, c'est loin d'être... Ouais, c'est un peu le sporting partner. C'est ça. Sporting partner, je vais y arriver. C'est pas une partner à ça. Lyon, pareil, Lyon qui avait fait de belles choses avec Rémi Garde. On pensait qu'ils allaient acheter des bons joueurs, bon, c'est pas fait. Monaco, pareil, comme tu le disais. Au début, on y croyait, hein. Ils avaient acheté Rames, Falcao, on pensait que ça allait être comme Paris. Au final, maintenant, c'est une politique différente. Ils veulent prendre des jeunes pour faire des grosses plus-values. Donc, ouais, la Ligue 1 souffre. Hein. C'est vrai que c'est délicat. C'est vrai que je pense que tu reparlais peut-être du cas de Marseille. C'est vrai que c'est peut-être un cas à part parce qu'il faut pas oublier que le Marseille a un problème assez unique en France, c'est le coût de location du stade qui est absolument prohibitif parce que le Vélodrome a eu des travaux il y a pas longtemps, enfin en cours d'année. Et il se trouve que je crois qu'il s'était estimé à 10 millions d'euros l'année, quoi. Enfin, tu te rends compte, c'est un transfert. C'est un transfert majeur juste pour le stade, quoi. Donc c'est vrai que ça pose un peu de problème. Après, le fait est que l'OM, c'est un peu compliqué parce que quand tu penses Marseille, t'as encore un peu l'idée de la Coupe d'Europe de 93 et toutes les grandes stars qu'elle a avec. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Marseille, quand tu regardes le 11, ça m'avait particulièrement choqué quand j'ai regardé le 11 de départ lors de la première journée. Waouh, ça fait pas rêver, hein, l'OM pour l'instant. Hein, Non, donc, pas du tout. Hein. Moi j'ai regardé le 11 qui a joué face à Lyon dimanche. Et pareil, hein, quand il manque la Diarra, milieu de terrain, l'OM, c'est compliqué. Ouais, Du c'est coup, ça. je trouve que c'est Alors déjà, le Marseille n'est plus attractif d'un point de vue des investisseurs, mais sportivement non plus, quoi. C'est ça qui est chaud, quoi. Les joueurs ne veulent plus parce qu'il n'y a plus la Coupe d'Europe. Et est-ce que vous, si vous étiez investisseur, si vous étiez riche, vous auriez envie d'aller titiller le Paris Saint-Germain? Parce que moi, c'est ça que je me dis. Je me dis, est-ce que pas personne de très riche, des gens riches sur la planète, il y en a beaucoup, on le sait. Mais pourquoi personne n'a envie d'aller faire comme a fait Nasser ou le Qatar, je sais pas comment il faut le dire, pour aller investir parce que quand même si le PSG, je pense qu'il y a des coûts d'investissement qui sont énormes, je pense que là, au fur et à mesure, ils sont en train de comprendre qu'il y a un retour sur investissement qui est aussi énorme. Que la Ligue 1 ne parle que de Paris. Ibra est une star internationale maintenant, on l'a vu aux Enfoirés avant-hier soir. Donc, Merde. Il s'est fighté contre Chabal. C'est ça, ils sont sur un ring. Moi, je les ai pas vus, mais c'était ça. Ils teasaient un peu. Ils étaient tête contre tête avec des gangbox. Putain, c'est dingue. J'aurais dû voir ça. Et il a chanté aussi sur la chanson. Ah ouais. Mais après, on l'entend pas parce que tout le monde chante. Ouais, c'est le fameux aujourd'hui. Et il y a aussi ça. Enfin voilà. Quand on a vu ce qu'il a fait. Enfin, je sais pas, quand les Qataris sont arrivés. Au début, tout le monde était un peu pessimiste en disant c'est l'argent, alors qu'aujourd'hui, tout le monde est fan de ce que fait Paris. Enfin, Paris est une équipe magique, ils ont des joueurs. Donc, je pense que moi, ça apporte sur le côté quand tu investis, tu fais plaisir à c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est tout un pays qui se réjouit de l'investissement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas intérêt à Marseille, qui est l'ennemi juré, l'ennemi historique, le représentant de la province. C'est ça dans les faits. Non, c'est la province contre la capitale. Hein, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas des intérêts à venir investir en France? Je dirais que c'est délicat parce que faut bien comprendre que souvent quand des investisseurs vont aller dans certaines villes, ils peuvent déjà s'appuyer sur déjà la renommée de la ville à proprement parler, et puis aussi sur une base de supporters, enfin une espèce de fans qui est autour. C'est un truc en France qu'on n'a pas, d'autant plus que tu disais que on est censé se réjouir que des investisseurs viennent à Paris. Or on a bien vu que les Français ont horreur de ça, quoi. Ils ont horreur du fric. Du coup, c'est vrai que venir investir en France, déjà, ça peut revenir à se faire détester de tout le reste du pays. Du coup, t'as pas forcément autant de capacité de développement dans le pays en proprement parler. Enfin, c'est vrai qu'investir à Paris, c'est assez logique parce que t'as la renommée internationale, donc forcément, exporter la marque du Paris Saint-Germain, c'est assez facile quand t'es à Paris. Après, c'est vrai qu'en France, des villes avec un potentiel tel que Paris, il y a que Lyon, quoi. Enfin, franchement, je vois rien d'autre. Hein.
Et peut-être Bordeaux aussi, parce qu'il y a peut-être le vin qui est rattaché à ça, quoi. Mais c'est vrai que. En termes de fanbase, tu disais, Marseille c'est quand même le mieux placé. Après, c'est vrai qu'il y a derrière la ville, en termes de supporters, Marseille c'est quand même Marseille, ça s'exporte mal. Hein. Marseille, ça s'exporte pas très bien. Autant Lyon a une renommée internationale aussi. Marseille, pas trop. Marseille, c'est vrai que c'est très très national. C'est avec toi pour dire que. Mais après, à Lille, à Marseille, oui. Mais en Corse, à Nantes, il y a des supporters de Marseille. Parce que même, parce que tu parles, je dis pas ça par chauvinisme, mais Saint-Etienne, avec Marseille, la plus grosse fanbase en France. Mais faut être suicidaire pour venir investir à Saint-Etienne. Enfin, je suis désolé, mais c'est vrai. Enfin, franchement, tu peux rien faire à Saint-Etienne à part avec du football. Donc le problème, c'est que là, il y a très peu de retombées en cas d'investissement en France, quoi. D'autant plus qu'on constate aujourd'hui que, même sans investisseurs, les publics sont en train le public se désintéresse de la Ligue 1 parce que les stades se vident. Notamment, on le voit que tous les stades sont presque neufs. Il y a des très beaux stades qui sont un petit peu plus grands partout. Notamment Bordeaux, c'est l'exemple le plus criant, je pense. Bordeaux, à l'instant de. Lyon, pour l'instant, ils l'ont rempli. Non, Lille. Lille, pardon. Ouais. Oui, Lille aussi, ouais. Lille, le stade Pierre-Mauroy, qui est vide presque toutes les semaines, comme le stade de Bordeaux. C'est vrai que c'est problématique. D'avoir fait de si beaux stades pour ne pas les remplir. Je pense que financièrement, ça va. Ouais. Ça c'est le problème en France, c'est que les gens ils viennent, enfin comme Marty ou Rémi, c'est qu'il n'y a pas ce truc qu'il y a dans les autres pays, il n'y a pas de vrais fans entre guillemets. C'est tu viens si ton équipe elle gagne, tu vois. Ouais. Enfin à Caen c'est un petit exemple, mais les gens ça se voit bien quand t'es abonné et que t'es 10 000 et tu fais 2 victoires de suite et là ça y est, ça monte à 25 000, t'affrontes le PSG, ça monte à 25 000, puis tu fais Valenciennes et t'as perdu contre le PSG, t'es re 10 000, tu vois. Il n'y a pas cet engouement qu'il peut y avoir autre part de plus de la moitié du stade qui est abonné, qui a ses places depuis 25 ans. Aujourd'hui il n'y a plus ça, et du coup la mentalité je pense qu'il y a un problème entre la mentalité des spectateurs et la vision que sont les propriétaires. Et pour revenir sur Marseille, je pense que comme vous l'avez dit, il y a vraiment un déficit de... Marseille s'exporte pas, Marseille c'est une ville portuaire, etc. C'est pas connu, en plus aujourd'hui, il y a eu les problèmes de sécurité, quartier nord, etc. N'empêche que ça peut faire peur à certains investisseurs. Je pense que c'est même... Le problème du stade, tu reviens, il faut en plus débourser de l'argent pour un stade... qui te coûte la peau du cul. Mais que tu remplis jamais. Et que tu remplis pas. Donc c'est... Après, ouais, peut y avoir un effet positif dans les premières semaines, les premiers mois, en se disant ça y est, ça va changer. Et si t'as pas les premiers résultats tout de suite, parce que les joueurs vont pas jouer ensemble, parce que ça se trouve, ils vont faire un mercato énorme, et ce sera des gens partout, il y aura pas de vraie base. Ça peut tout de suite être difficile, et je pense que ça fait peur à certaines personnes. Alors que tu investis dans un club, on va dire le Real Madrid, là t'es sûr qu'immédiatement t'as tes billes. T'as un retour sur investissement très très immédiat. Alors que en France, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense qu'il faut avoir la foi et un vrai projet à long terme. Et aujourd'hui, est-ce que les investisseurs cherchent du long terme ? Pas sûr. Je pense pas. Pour rebondir sur ce que tu disais, ce que c'est très intéressant, tu l'as dit, c'est qu'aujourd'hui les supporters français sont des spectateurs. Donc, il n'y a vraiment pas d'engouement auprès de. Moi, je parlais de mon cas Rennes. Rennes, c'est typiquement ça. Rennes, on est un club où on pourrait avoir, financièrement, notre président, il est très très riche. Il pourrait investir, il le fait pas parce qu'à Rennes, il n'y a personne qui s'intéresse vraiment au football. On va voir le match, on passe un bon temps, on mange une caisse saucisse, tout va bien, on chante un peu. Au final, nous, on regarde le match, on supporte pas beaucoup. Et ça, c'est le problème qu'il y a en France. Et aujourd'hui, en France, il y a des spectateurs, il n'y a pas des supporters. On voit en Angleterre, les gens sont des supporters. Ils sont, comme tu disais, PH, ils sont la moitié abonnés. Ils viennent voir leur club malgré la pluie, la défaite 5-1 il y a 2 semaines. Enfin, ils s'en foutent, ils veulent voir leur spectacle. En France, c'est les gens, ils viennent voir avec leur famille, ça leur plaît pas, ils reviendront jamais, quoi. Du coup, c'est ça qui est difficile. Et c'est pourquoi des investisseurs, sans doute. Et je vais encore aller plus loin dans ta pensée, dans le sens où actuellement, en tout cas c'est flagrant en France, on a clairement on a un gros problème avec les supporters, en tout cas la Ligue a un gros problème avec les supporters, puisqu'ils sont vraiment, on va dire que ce qui va beaucoup contribuer à l'attractivité des stades, c'est l'ambiance qui va avec. Alors, moi je suis à Saint-Etienne, du coup on va dire qu'il n'y a pas trop de soucis pour ça, on sait que le stade il a beau faire 40 000 places, on le remplit presque tout le temps, quoi. On fait minimum 25 000 entrées à chaque match, même pour un match de merde. Voilà. Et l'exemple aussi pour Lens. Oui, Lens c'est pareil, ils sont encore en Ligue 2 en plus, et ils continuent d'emplir le stade. Et le souci c'est qu'actuellement, j'ai l'impression que Thierry est un peu en train de se tromper de combat, dans le sens où il combat justement les ultras, même si je trouve que le terme est pas bon, parce que l'ultra est très mal connoté, alors que on parle juste des gros supporters des clubs, quoi. Et à force de les saquer, là l'ambiance devient encore moins bonne, et ça va encore moins inciter les spectateurs à venir.
où les spectateurs vont essayer de chercher un peu ce sentiment de fête autour d'une rencontre sportive, et ça, malheureusement, ouais, je trouve que la Ligue se trompe de combat. Ouais. Non, oui, c'est sûr, je suis d'accord. Toutes les semaines, on entend tel ou tel groupe n'a pas pu rentrer dans le stade alors qu'ils avaient acheté les billets au dernier moment. Enfin, c'est vrai que c'est. Comme tu dis, je pense aussi qu'ils se trompent de combat. Après, c'est vrai Sirius, Après, il y avait des trucs flagrants. Enfin, je pense notamment à l'autogestion des abonnements dans les clubs marseillais. Enfin, ça, c'était une aberration. Enfin, évidemment qu'après, t'as des débordements quand t'as ce genre de conneries, quoi. Mais ouais, c'est vrai que. Faut savoir contrôler. Mais pas Ouais, trop. et puis mine de rien, c'est vrai que s'il y a toujours des soucis avec les supporters, faut bien comprendre aussi que c'est des réactions épidermiques au fait qu'il n'y a aucun dialogue avec les représentants de la Ligue, quoi. Donc, instaurer un dialogue et peut-être que les supporters font moins de conneries, quoi, tout simplement. Ouais, parce qu'on Qu'un l'a dialogue vu plus sain. avec Paris et leur ultra. Il y a eu beaucoup de débordements à Paris. Mais aujourd'hui, à Paris, il y a 3 fois moins d'ambiance que quand ils étaient un challenger de Lyon ou Oui, bien même sûr. pas. Hein. C'est voilà parce que il y a plus de tifo, il y a plus de chants, il y a plus de cop. C'est clair que ça nique une ambiance tout ça. Après, Hein. c'est la politique du Qatar, entre guillemets. Enfin, c'est des actionnaires qui veulent embourgeoiser le parc et pour que tout le monde puisse venir avec sa famille. Après, moi je suis totalement d'accord avec toi, Pierre, je trouve que ça tue un peu le football parce que. Enfin, après, c'est un exemple, hein, mais la banderole, toutes les banderoles, pas forcément revenir celle avec les ch'tis, mais les tifos quand on rentre dans un match, c'est pour ça que c'est un spectacle le sport, quoi. C'est censé nous mettre tous ensemble, regarder quelque chose de beau, et là en France, ça tue ça, quoi. Enfin, des banderoles en France, les synthés ils en font lors des classiques. Enfin, Lors du, on a eu un super tifo lors du derby, hein, effectivement. Là, mais après, voilà, c'est tout. Synthé, mais après, c'est vrai que synthé, c'est pas pour te Non, mais tu peux y faire aller. plaisir, hein, mais c'est. Heureusement qu'il reste quand même des ambiances comme ça en France, quoi. Pareil pour Lens, même si Lens est en Ligue 2 maintenant, on espère qu'ils vont remonter. Ouais, Parce mais que c'est tous les toujours- week-ends, c'est agréable de voir une telle ferveur devant un club, quoi. Même le RCS en national, je trouve Exactement. qu'il y a toujours une très belle ambiance au stade de la Méno. Hein. Ouais, je connais un peu. Tu sais qu'ils sont en national et ils ont une audience moyenne supérieure à tous les clubs de Ligue 2. Ah ouais. La moyenne au RC Lens qui est en national est supérieure à tous les clubs de Ligue 2. C'est impressionnant, tout simplement. Et ça fait plaisir de voir Ah, ça. c'est super positif. Parce que c'est vrai que des fois, dans un stade, tu t'emmerdes. Personne ne chante, il n'y a pas de communion entre les pauvres gars du COF qui sont 25, qui se font chier à préparer tous les matchs, et les mecs. Moi, l'exemple le plus flagrant à Caen, c'est le chant quand le virage se met à chanter. C'est tout le stade qui va s'enflammer, tu vois. Allez, Ouais, c'est dans tous les stades de Ça, France. tout le monde le connaît, tu Ouais. vois. Tout le monde, ça, tu lances ça, tout le monde chante. Le reste, tout le monde chante pas. Et à Caen, ils lancent aussi le public avec nous. Donc là, tout le monde tape des mains. Et au moment où il faut suivre et chanter le chant, plus personne ne le fait. Tu vois. Enfin, c'est vraiment un truc, je sais pas, c'est déplorable, je trouve. Il n'y a peut-être pas cette culture du supporterisme, je sais pas comment on peut l'appeler autrement en France. Ouais. Ça se cultive, quoi, et pour l'instant, il n'y a aucune mesure qui est mise en place pour cultiver ça, quoi. C'est bien dommage. Et c'est vrai que par le fait de la stratégie du PSG d'embourgeoiser en tout cas le parc, c'est vrai que ça ne peut marcher qu'à Paris quand t'as une seule équipe qui domine le championnat et qui est capable d'enchaîner les victoires. Évidemment, ça marche parce que l'équipe ne cesse de gagner, mais c'est une stratégie, si elle s'applique au tout le reste de la France, ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Parce qu'en plus, Paris il joue aussi d'une certaine. Enfin, les gens vont au stade pour aller voir les joueurs d'un côté. Mmh, Ils veulent en voir plus. Ibra, ils veulent voir Cavani, ils veulent voir des Voilà. grands joueurs comme ça, et du coup, ils s'en foutent du spectacle, pas forcément, mais. Mmh. Alors qu'ailleurs, en Ligue 1, je vais pas me payer 30 € pour aller voir Giovanni Sio ou je sais qui. Et on dit de l'or. Moi, j'ai payé avec plaisir. C'est ça. Ouais, je pense qu'on a un peu fait le tour. Donc oui, il y a un manque d'attractivité en France, mais personnellement, on n'a pas trouvé le problème. Romain Romain nous a proposé un crowdfunding pour acheter l'OM. On lancera ça demain. Très bonne idée. Et du coup, on va rester aussi dans le foot. Ouais. Et en ce moment, c'est le mercato hivernal. Et comme à chaque mercato hivernal, il se passe pas grand-chose. Juste des petits noms à droite à gauche. L'équipe tweet de temps en temps, c'est officiel. Jean-Michel Barré s'en va à Sunderland. Donc voilà. Donc faut-il supprimer le mercato hivernal? Est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose? Y a-t-il une distinction entre grosse écurie et petite équipe? Marty? Avant de répondre à la question, je vais revenir juste sur les transferts officiels qui sont produits donc, depuis le 1er janvier. Donc on a eu déjà une première surprise, c'est que le football chinois est en L'expansion. effervescence. En pleine expansion. Parce que vu que ça fait Freddy Guarin, Gervinho et Ramirez ont signé tous les trois, donc quand même 3 noms bons joueurs européens. Freddy Guarin a joué à Saint-Etienne, c'est pour vous dire. Hein. Joue à Saint-Étienne. Et Gervinho, aussi- il emmène son déambulateur, non? Ça fait tellement longtemps qu'il est dans le circuit. Ouais, c'est vrai que Gervinho, mais après il a toujours un coup d'un. Ouais, un Rome, bref. mais- Il signe en Chine, donc pour j'ai pas le montant de transfert de Gervinho, mais c'est qu'il y a 15 millions d'euros pour Guarin et 33 millions d'euros pour Ramirez. C'est un record. Donc le football chinois devient attractif lui. Comment fait-il?
On va Ça, essayer de demander. Ça, pour l'instant, ça s'exporte mal à l'international, du coup on a un peu du mal à évaluer si les joueurs font ça pour un véritable challenge sportif, ou si c'est uniquement comme les gens qui vont aux États-Unis ou au Qatar, pour un intérêt purement financier. Ensuite, donc toujours officiel, on a vu que Wagner Love a signé à Monaco. Ouais. Là, Wagner Love, ancienne gloire du CSKA Moscou avec ses cheveux rouges. Mais c'est un attaquant qui est plus connu dans les boîtes de nuit que dans les clubs de. C'est un attaquant, mais c'est très bizarre de signer à Monaco parce que c'est vraiment pas du tout dans la politique du club actuel. Ils prennent que des jeunes pour les revendre, et là ils vont acheter un mec de 33 ans. J'imagine qu'il est là pour faire tourner des casinos. Hein. Exactement, ça, pour les casinos. Autre recrue officielle, cette fois c'est pour la Roma, c'est El Shaarawy. Après 6 mois extraordinaires à l'AS Monaco. J'ai pas senti l'ironie. Avec une bombe de cire et un chiffon pour le banc. Il était bon, il a fait des citronnades à la mi-temps. Délicieuses. En tout cas, il a été accueilli à Rome comme un demi-dieu, je sais pas si vous avez vu les images. Non. Il est arrivé à l'aéroport et il y a une centaine de supporters pour l'accueillir. Ah, mais ça, c'est les coupes de cheveux en Italie, ils sont très friands de ça. Je pense qu'en Italie, ils ont pas le câble, ils doivent pas regarder les matchs de Ligue 1. Enfin, donc, nouvelle recrue officielle, c'est vraiment triste pour Bordeaux parce qu'il y avait que lui qui était un petit peu au-dessus des autres, c'est Henri Cévé qui signe à Newcastle. Ouais. Donc, très très bon choix, mon gars. Ouais. On va se revoir au Ballon d'Or dans 2 ans, je pense. Ouais, parce que Newcastle, t'es pas le premier Français à y aller. Franchement, j'arrive pas à comprendre le. Enfin bref, on va pas faire une. On peut faire une émission sur Newcastle. Ce sera pas maintenant. Ensuite, on a vu que Beauvue a signé au Celta Vigo. Je pense que c'est une bonne pioche pour Celta Vigo. En tout cas, je pense que c'était surtout bien pour lui de quitter Lyon. Quoi. Mais voilà, c'était bien pour lui de quitter Lyon. En plus, Celta Vigo qui s'est qualifié hier pour la finale de la Coupe d'Espagne. C'est un petit club. Je pense qu'il aura du temps de jeu, il va pouvoir se faire plaisir. Ils vont se faire démolir. Tabanou. Ouais. Franck revient. Qui revient à Saint-Etienne, ouais. C'est officiel. 6 mois après son départ. Enfin, après, c'est un prêt, dans le sens où c'est vrai qu'on n'a pas pu le préserver parce que, enfin, je dis le club de Saint-Etienne n'a pas pu le préserver puisque ses revendications salariales étaient un peu trop importantes. Et c'est vrai que là, il nous revient sous la forme d'un prêt, ce qui fait que le mal salaire, ce n'est plus du tout un problème. Et voilà, on est très content de le revoir. Oui, c'est une très bonne pioche pour Saint-Etienne. Exactement, ouais. Et après, lui, voilà, c'est toujours l'expérience anglaise, c'est pas facile pour tous les Français. Ouais. Et enfin, la dernière nouvelle transfert officielle, c'est que Ben Yedder reste. Voilà. Parce que la semaine dernière, j'avais pressenti un départ de Ben Yedder au mercato hivernal. Rémi, Mathieu m'avaient dit non. Ils avaient raison. Je les félicite. Et après, donc, pour ce qui n'est pas officiel, j'ai juste listé 3-4 informations importantes, entre guillemets, pas encore officielles. C'est bien sûr Thauvin, le retour à l'OM. Ça, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas. Lavezzi à Chelsea. Apparemment, c'est plutôt proche. Ah ouais? Ouais. Après, j'ai noté aussi le petit Jimmy Cabot. C'est le Troyen qui a fait un match exceptionnel face à Lille. Et qui là est pisté par Saint-Etienne, Lyon et Nantes. Donc moi j'espère. Moi quand je honnêtement. Il joue à quel poste? Il peut jouer sur tous les fonds de l'attaque. Ouais. Donc, il est plus ailier, mais. Ouais. Qu'est-ce que Saint-Etienne va se faire chier à l'acheter? On a une pelletée d'attaquants, de joueurs offensifs. Si tu parles. Remplacer Une Bah, en fait, pelletée de Paquet. Non, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est surtout à Saint-Etienne, c'est surtout à l'arrière où ça pose problème. Justement, je crois qu'il y a Diomandé, on l'a prêté à Caen, si je dis pas de conneries. Ouais, il y a Diomandé. Et sinon, on va se débarrasser sans doute de Brison. Ouais, voilà. Pour l'instant. Et enfin, la dernière information, c'est un retour de Douchez à Bordeaux. Ça fait plaisir de le revoir sur un terrain qui joue plus depuis maintenant presque 2 ans. Il a fait un super match hier contre. Il arrête un penalty. Il a arrêté un penalty, ouais. Oui, je suis con qu'il jouait. Oui. Et enfin, le retour de Pato à Chelsea. Normalement, ça devrait être officialisé dans les heures qui viennent. Ça faisait combien de temps qu'il avait disparu lui? Ça doit bien faire 2-3 ans. J'aurais dit plus. Même peut-être plus. Ouais, Milan. Ouais. Donc voilà, ils avaient des grands joueurs, mais ils les mettaient pas. Enfin, grands. Il avait quand même fait, je rappelle, un Pato un match contre le Barça. Enfin bref, c'est pas la question. Donc pour revenir, on remarque qu'il n'y a pas beaucoup de transferts importants. Donc, pour revenir sur la question de PH, faut-il supprimer le mercato hivernal? Moi je dis oui. Parce que comme tu l'as dit en préambule, PH, il faut bien faire la distinction entre petits clubs et gros clubs. Donc ce mercato hivernal, je pense, peut servir pour les petits clubs qui veulent, qui se rendent compte qu'ils sont en difficulté dans leur ligue, qui veulent prendre des petits joueurs qui ont, eux, pas beaucoup de temps de jeu dans les autres clubs. Et pour les gros clubs, ce mercato ne sert à rien, puisqu'ils ne peuvent pas acheter, ils peuvent pas acheter parce que les joueurs ne joueront pas en compétition européenne. Donc ils achètent des joueurs, soit des jeunes pour essayer de les mener à de formation, pour ensuite les... Enfin, voilà, moi je trouve que ce mercato, il n'est pas forcément très nécessaire, et qu'il serait bien de le supprimer. Pour qu'on ait un mercato d'été encore plus intéressant, encore plus palpitant. Parce que là, moi j'arrive pas à comprendre le principe en fait du mercato hivernal. Pourquoi on l'a mis en plein milieu là? Bah, économiquement parlant, c'est vrai que ça peut paraître discutable, mais malgré tout, je pense que c'est quand même, sportivement parlant, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un mercato qui est pensé pour les petites équipes, je pense. C'est vrai que de ce point de vue-là, moi qui suis c'est très français, ça démet un peu les petits clubs.
Le petit outsider qui peut aller loin. C'est vrai, moi c'est une alternative que j'aime bien, quoi. C'est vrai que voir que les clubs, je sais pas, genre 3, effectivement, peut-être qu'ils vont pouvoir revenir, je ne sais pas. Enfin, ils ont pas fait de transfert autant que je sache, mais. Ils vont perdre leur meilleur joueur. Voilà, il va venir à Saint-Etienne, super. Non, mais ouais, c'est vrai que. Non. Ouais, effectivement, je vois pas l'intérêt économique, enfin, purement. Qu'est-ce que le marché. En quoi le marché a un intérêt à ce que ce mercato existe? Mais sportivement parlant, moi je ne vois que du bon, quoi. Non, c'est vrai. Après, bien sûr. Ah, vas-y. c'est ça que je pensais à Saint-Etienne, c'est vrai que beaucoup. Bah, nous, en ayant perdu Beric lors du premier derby, on a investi dans un joueur de Rosenborg qui s'appelle Sunderland, du coup, celui qui a marqué lors du deuxième derby, justement, qui nous a permis de l'emporter sur un sacré vol. Et c'est vrai que lui, malheureusement, du fait qu'il joue déjà en Europa League contre à Rosenborg, je veux dire, et ben on ne pourra pas aller à la ligne, quoi. C'est problématique. Ouais. Et j'ai oublié aussi un transfert un Erasmus qui a signé à Rennes. Il s'appelle. Il s'appelle Erasmus, ouais, ça j'ai vu la blague, ouais, effectivement. Et du coup, je vais refaire la blague, je pense pas qu'il va rester très longtemps. Le troisième poteau l'a déjà fait. Voilà, c'est sa troisième poteau. Attends, même s'il a un prénom extraordinaire. Comment il s'appelle? Bref. PH, ton avis sur Bah, le moi mercato lyonnais? je vous rejoins. Après, c'est vrai, dans l'idée, le supprimer, enfin, nous, c'est vrai qu'on n'y voit pas grand intérêt, parce qu'on a souvent l'impression qu'en plus, les petits clubs font ça dans la précipitation. Ah, c'est vrai. Ils ont ou alors ils estiment avoir un déficit dans un secteur en particulier, et ils se ruent sur la première occasion venue. Moi, j'ai pas de grands noms ou de grosses affaires qui ont eu lieu au mercato hivernal. Généralement, les mecs peinent ils arrivent dans un collectif déjà rodé, il n'y a pas de préparation, parce que quand tu fais le mercato d'été, bah ouais, il y a toute la préparation en amont, physique, etc. Là, on est en pleine saison. Si tu le fais pas pendant la trêve hivernale, et encore, pendant la trêve hivernale, déjà c'est très très court, mais je trouve que c'est vraiment dans l'urgence, quoi. Donc la plus-value est très très faible. Par contre, oui, ça peut sauver un club, tu peux avoir la bonne pioche, tu peux trouver le gamin qui veut absolument avoir du temps de jeu et qui va se défoncer sur le terrain, mais ça arrive pas à tous les clubs. Hein. C'est vrai que ce que tu viens de dire est très, très important, hein, sur le fait de s'adapter, quoi. Le joueur vient dans un club, dans un collectif, ça c'est compliqué, donc c'est pour ça que ce mercato il est pas forcément très intéressant, à part peut-être pour les agents de joueurs, et peut-être pour ça qu'il est encore Exactement. en existence. Peut-être un petit lobby, parce qu'on sait que la Fédé... Surtout que les agents de joueurs ont beaucoup de pouvoir footballistique. Ouais, ça... C'est peut-être eux qui font la pluie et le beau temps. C'est ça qu'on l'a vu un peu dans le classement de l'équipe, là, sur les personnalités les plus influentes du monde du football, et numéro 2, je crois que c'est un agent. Moi. Ah, c'est George Mendes. Ouais. L'agent de Ronaldo, Mourinho. Enfin, l'agent qui a donné. L'exemple, cet agent-là, George Mendes, c'est quand même assez. Pas catastrophique, mais ce qu'il fait depuis 2-3 ans avec Monaco, c'est quand même assez catastrophique. Il leur vend des joueurs en bois pour toucher sa prime de signature. Après, les joueurs en bois, ils font rien. Ça, c'est quand même assez discutable. Mais ouais, j'ai pas forcément grand-chose à rajouter. Moi, je vous l'ai dit. Après, le supprimer, je veux que le supprimer, c'est peut-être un peu sévère, voire sec. Mais d'essayer peut-être aussi, ou alors essayer de l'aménager, en faire un différemment, mais. Ou alors spécialiser que l'hiver pour les prêts, comme ça les joueurs peuvent. Parce que c'est vrai qu'un achat, mettre 10 millions d'euros sur la table sur un joueur, je mets 10 millions, c'est la somme moyenne en ce moment. Pour un joueur qui va avoir du mal à s'adapter, qui sera peut-être disponible que 1 mois ou 2 mois après, c'est compliqué. Donc un réaménagement. Voilà, réaménagement de ce mercato. D'accord. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Alors Marty, tu nous as sélectionné quelques tops et flops. Exactement, des petits tops et des petits flops. Donc on va commencer par les flops, parce que j'en ai moins. Donc les flops, j'en ai vraiment pas beaucoup, donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas si vous avez une idée. Hein. J'ai noté donc l'équipe de France de handball, pour commencer. C'est ça que je pensais. Donc on l'a vu, on en avait parlé la semaine dernière, comme quoi il manquait des joueurs, comme quoi il n'y avait pas forcément beaucoup d'objectifs, ni d'attente de résultats. Du coup, ils se sont fait sortir au deuxième tour. Donc ils iront même pas en demi-finale, ils se sont fait sortir par la Croatie, si je m'abuse. Ça fait mal. Donc ça fait mal parce que la Croatie c'était quand même. Moi je me souviens que quand on regardait les experts à la meilleure époque, c'était toujours la Croatie qui prenait quoi. Mais c'est vrai. C'était toujours le joueur avec ses cheveux longs extraordinaire aussi, très bon, mais c'était toujours Karabatic qui prenait le dessus et l'équipe France prenait le dessus. Donc là c'est la Croatie met un terme. C'est pas vraiment l'épopée des Bleus parce que c'est pas fini je pense, loin de là. Mais l'hégémonie française. Voilà, l'hégémonie française. Ils seront pas champions d'Europe cette fois-ci. Voilà. Faut une fin quoi. Après, on en parlait la semaine dernière, effectivement, il y a clairement peut-être la lassitude de la victoire, ou tout du moins une recherche de l'exploit pas aussi intéressante que par le passé. On appelle ça une espagnolite qui était diagnostiquée. Ouais.
Exactement. Et enfin, mon deuxième et dernier flop, c'est Blake Griffin. Je sais pas si vous avez suivi cette histoire. Extraordinaire. Alors là préparez-vous à vous marrer, hein, franchement. Blake Griffin, qui la première fois qu'on a reçu, c'est qu'il était blessé un mois. Donc on s'est dit, bon, Blake Griffin blessé. Pardon. Donc Blake Griffin, c'est la star des Clippers, on va dire. Donc c'est le poste 4 des Clippers. Un joueur exceptionnel, hein, qui a été athlétique et. Enfin, plus qu'a été athlétique d'ailleurs, plus de 2 mètres, plus de 100 kilos, vraiment très imposant. Il a juste une grosse tête de bébé, quoi. Ah, il a une grosse tête de bébé, exactement. Puis il est tout roux, aussi assis. Et les cheveux frisés. Et en tout cas, c'est un très très grand joueur NBA. Ça fait maintenant 6-7 ans qu'il est dans la ligue, il s'impose vraiment comme un excellent intérieur. Donc moi j'en reçois une notification, donc Blake Griffin blessé un mois. Donc je me dis bon bah tant pis pour les Clippers. En fait il s'est blessé en frappant un membre du staff des Clippers. Le responsable logistique. Et après je sais pas que c'était responsable. Et donc voilà, en plus de la blessure, je pense qu'il va avoir des sanctions assez lourdes. Ouais, voilà, c'est-à-dire que déjà, vu la blessure qu'il s'est fait, il a pour un mois donc de blessure. Et c'est vrai que les sanctions ne vont pas arriver que de la part des Clippers, mais aussi de la NBA. De la NBA, bien sûr. Parce qu'évidemment, quand c'est une des têtes d'affiche du championnat qui fait une connerie, j'ai entendu dire que la Ligue, elle a intérêt à prendre des mesures pour redresser un peu la situation, quoi. Donc là, c'est pour revenir, juste pour notre premier débat sur la NBA, c'est là aussi il faut dire qu'on parlait de l'autre débat sur la ligue française qui fait pas forcément des choses bien. À l'instar, la NBA fait toujours dans le sens des joueurs, va toujours prendre les bonnes décisions, notamment en matière de sanctions et de suspension de match. Donc ça à noter quand même. C'est les États-Unis, la très très bonne direction de la NBA. La morale avant tout. Hein. Le code. Et donc voilà pour mes flops. Donc on va passer au top. Le premier top, j'ai pas en parlé parce que c'était pour faire plaisir à Mathieu qui n'est pas là. C'est pour la qualification de Lille quand même. Donc victoire 5-1 contre Bordeaux, un beau match. Vous avez vu l'interview d'Antonetti. L'interview d'Antonetti assez comique, il y a tous les joueurs tous les supporters qui viennent sauter vers lui. Moi ça m'a fait rire de voir enfin un peu de sourire à Lille. Ouais, enfin une victoire. Plaisir, voilà. Et c'est une victoire en plus qui les amène en finale, donc et au final vu que Paris sera champion, donc ils seront eux en Ligue Europa, c'est presque une certitude. Je pense que Lille c'est vraiment la petit bonheur, la chance de. Après non, c'est pas le finaliste de la Coupe de la Ligue qui va en Coupe d'Europe, au championnat c'est une place qui se décale, je crois. Ah ouais. Non, Lille n'est pas sûr d'aller en Europa. Oui, tant mieux. Mais c'est une place qui est super, ça c'est super intéressant. Ça c'était pas pour faire plaisir à Mathieu. On a plus envie de lui faire plaisir. Et tu as raison, ça va décaler une place et du coup c'est un peu plus intéressant pour la Ligue. Donc ça c'est cool. Deuxième petit top, c'est bien évidemment donc, le tirage au sort du tournoi qualificatif olympique de basketball qui a eu lieu la semaine dernière. Donc l'équipe de France affrontera, donc c'est un petit tournoi où il y a 3 équipes, si je ne m'abuse. Donc il ira affronter à Manille, donc les Philippines et la Nouvelle-Zélande. Donc on connaît 2 grosses écuries du basket mondial. Avec des joueurs comme Nonou qui fait aussi basket. Mine de rien, c'est vrai que voir un AK lors d'un match de basket, ça peut être marrant. J'espère juste qu'ils vont pas péter le parquet. Quoi. Du coup, voilà, un tirage plutôt favorable. On va pas s'avancer, mais c'est quand même plutôt favorable. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est pas que ça fait partie des tops. Seulement, il y a une petite interrogation sur le tournoi qualificatif olympique. C'est qu'il a lieu l'été. Donc comme en juin, voilà. Avant l'été. En plus, en juin, c'est vraiment le pire moment de l'année. Exactement. Donc, avant l'été. Et c'est le moment où les joueurs NBA sont en train de renégocier leur contrat. Donc c'est pas vraiment très bien vu en NBA de partir en sélection. Donc quelle équipe de France pour ce tournoi qualificatif? C'est ça la question, et ça l'interrogation qu'on va avoir. On sait que donc, les Français qui seront entre guillemets libres cet été, donc ils pourront renégocier les contrats. Il y a quand même Nicolas Batum, Yvan Fournier, Kevin Séraphin, Yann Maïmi et Boris Dio, donc c'est quand même pas n'importe qui. Il y a quand même 2 gros tauliers de l'équipe de France qui sont Dio et Batum, voire Fournier qui commence à prendre une place de plus en plus importante au poste 2. Par contre, on n'a pas Gobert. Quoi. Et ouais, prendre Gobert, c'est une certitude, lui, son contrat, il est tranquille. Ah bon? Ouais, donc on sera sûr de le revoir. Normalement, Gobert il sera là parce que Gobert il a un contrat jusqu'en 2017. J'étais pas sûr. Et c'est l'année prochaine qu'il pourra renégocier son truc et tout. Normalement, Gobert il y sera, c'est pas une certitude. Après, peut-être préférera. Il y en a un qu'on ne verra toujours pas, c'est Joachim Noah. Ah non, mais moi ça me fait plaisir qu'il vienne. Quand on voit sa saison, on n'a pas besoin de lui en équipe de France. En même temps, il fait que se blesser. Mais il est pas bon. Même en se blessant, il fait mal. En même temps, va jouer à l'intérieur quand t'as Pau Gasol à côté de toi. Quoi. Et tu imagines un peu quand même l'intérieur qui. Enfin bref. Les deux, ça pourrait faire une des meilleures raquettes de la ligue au final. Juste Pau Gasol. Ensuite, mon troisième top, on en parle pas beaucoup, c'est du tennis. Ouais. On en parle encore moins, c'est du tennis français. C'est Gaël Monfils qui a accédé au quart de finale de l'Open d'Australie. C'était truqué. Truqué, un Canadien qui gagne. Non mais bon, je l'ai mis dans les tops parce que même si c'est pas une performance d'aller en quart de finale,
Une quart de Pour un finale. Français, c'en est. Voilà, pour un T'en Français as en une. Grand Chelem, c'en est un. Donc ça fait plutôt plaisir. Puis il a eu son adversaire invaincu en 2016 sur une très très bonne série. Il a battu Federer à son dernier tournoi. Et justement, Donc c'est dans la logique des choses. Mais Gaël était quand même le dernier Français en lice à cet Open. Donc Puis ça qui remonte, parce qu'on disait qu'on en parlait hier pendant le quiz, mon fils c'était quelqu'un qui restait très longtemps blessé et qui revient du coup en forme quoi. et qui quand même, à noter quand même, mon fils, c'est quand même l'un des seuls Français, enfin moi qui suis le tennis pas beaucoup, à part pour les grands chelems, il est quand même souvent là en grand chelem quoi. C'est vrai. Lui, il a tendance à Enfin, après, priori, c'est... on a un peu les constantes que sont Simon, Gasquet et du coup mon fils. Et donc pour rebondir sur ce que tu disais sur Milos Raonic, donc il y aura une revanche possible étant donné que le premier tour de la Coupe Davis c'est France-Canada. exactement. Et donc Milos Raonic est ce soir, je crois que c'est ce soir l'autre demi-finale, donc contre Andy Murray, donc pour une place en finale de l'Open d'Australie. Et pour affronter, Et pour affronter donc mon quatrième top, c'est Djokovic, transition. quand ils sont tous trouvés. Donc Djokovic, donc, qui pour la 6e fois d'affilée va en finale à l'Open d'Australie. Donc là il n'y a même plus besoin, c'est même plus un top, hein, c'est extraordinaire. Et enfin, je l'ai mis dans les teams parce que donc, hier il a affronté Roger Federer en demi-finale. C'était leur 45e confrontation. Et hier, Djokovic est passé devant. Donc il mène 23-22 sur Roger Federer. Donc, ce qu'elle m'a noté, ça reste la passation de pouvoir. Enfin, ça y est, c'est Djokovic, le meilleur joueur de tous les temps. L'avenir nous le dira, mais je pense, après c'est pas vraiment dire. Mais je pense qu'il peut battre le record, je crois que c'est 17 grands chelems qu'a Federer. Et je pense que Djoko va dans ce sens. Il reste encore pas mal d'années. Il reste pas mal d'années. Et même Federer a dit que même si Federer a pris beaucoup de tags sur les réseaux sociaux, sur son âge et tout, il a quand même dit vous me trouvez vieux, mais pas moi. Je suis encore prêt à jouer au tennis, donc. Et bien, ça me fait penser à un flop du coup. C'est Nadal, évidemment. Nadal il est venu au premier tour quoi. Bah oui, Et du coup ça c'était un peu ma tristesse, je sais pas si vous étiez triste. c'est l'espagnolite. L'espagnolite. Même au tennis. Ouais, non, c'est partout. hein. Même en Formule 1, si, vous verrez. Non, c'est. Bon, après, il a pas eu la dernière saison est très très compliquée. Mais c'est vrai que là, depuis quelques moments, la puissance et la machine qui était Nadal n'arrive pas à démarrer. Quoi. Donc c'est vrai, ce qu'il va réussir à passer au-dessus de ça. C'est un sacré coup au moral. Là c'est compliqué hein, parce que c'est vrai qu'on l'a pas vu à son meilleur niveau depuis presque 1 an et demi maintenant. Quoi. Donc est-ce qu'il va réussir à revenir à ce niveau? Pas sûr, hein, parce que ça fait un moment qu'on l'a pas revu à son plus haut niveau. Quoi. Et enfin donc pour mon dernier top c'est Wayne Rooney, on en parlait en préambule de cette émission. Wayne Rooney égalise le record du très aimé Thierry Henry. Donc Thierry Henry avait marqué 175 buts avec Arsenal. Et donc Rooney bat ce record vu qu'il a marqué 176 buts avec Manchester. C'est évidemment le record, on parle du record du nombre de buts dans le même club anglais. Et donc Rooney passe devant Thierry Henry. Donc ce qui est, moi je trouve que c'est quand même assez extraordinaire étant donné que Thierry Henry a une carrière anglaise où tout le monde est d'accord pour dire que c'est l'un des meilleurs joueurs que le parc Premier League ait connu. Donc Rooney bat ce record. Donc est-ce que Rooney aura sa statue devant Old Trafford? C'est toute la question. À côté de celle de Sir Alex Ah, il Ferguson. va y aussi. Ouais, Sir Alex, c'est la sienne. Et donc voilà pour les tops et les flops de la semaine. Mm. C'est envie de dire quelque chose sur Rooney. Sur Rooney, je sais pas ce que il est encore pas très vieux, enfin il a encore Il a 31 ans peut-être, Ouais. enfin il est pas très vieux. Donc à mon avis il va franchir la barre des 200. 200. Je pense qu'il Restera vraisemblablement. Donc, et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir des joueurs comme ça, emblématiques de certains clubs qui cartonnent quoi. Enfin, Moi aussi ça me fait très très c'est plaisir. ça qu'on a déjà vu ça, on a vu ça avec Lampard, on a vu ça avec Gérard, on a vu ça Maldini, Puyol, après il y en a d'autres, hein, c'est pas le même poste. Loïc rien. Perrin. Ah, vas-y, Loïc Perrin, c'est quand même un... Ouais. Et Plasil à Bordeaux. Ça c'est différent, il a pas joué tout un... Non, c'est sûr, Rooney c'est... Et puis moi, Rooney, ce qui me déçoit, mais c'est que voilà, c'est un joueur exceptionnel et que s'il n'y avait pas eu cette surpuissance de Messi et Ronaldo, il aurait pu avoir une carrière... Enfin, ça aurait pu être encore un meilleur Roney, quoi. C'est vrai Enfin, qu'il aurait pu avoir un n'aurait Ballon peut-être d'Or. pas côtoyé Ronaldo à Manchester, ça aurait peut-être été différent, effectivement. Ouais. Donc voilà, moi j'adore Wayne Rooney, ce qu'il forme à Everton. En plus, c'est un Toffees, j'adore ça. Donc voilà pour les tops et les flops. Eh ben merci Marty. On va maintenant passer aux stocks. Il y a une semaine assez chargée, on va dire, hein, avec pas mal de sports. Et ça a commencé, il y avait samedi dernier ou jeudi dernier, le match d'entraînement des filles en football féminin, donc A7. Donc c'était la première fois qu'ils jouaient sous ce format-là, parce que normalement c'est l'équipe de futsal. Et elles ont pris 13-0 contre l'AS Strasbourg. Attention, c'était un match d'entraînement.
Et c'est une équipe compétitive, hein, parce que c'est l'équipe officielle de Strasbourg, féminine. Donc bien sûr, le score est très lourd, mais totalement compréhensible pour ces joueuses qui commençaient seulement à pratiquer cette forme de football. Le 26 janvier, j'ai la date, hein, mais je ne sais plus exactement quand c'est, en handball masculin, les Storks ont gagné contre l'UT Robert Schumann 25-15. Donc félicitations à eux. Les filles aussi en handball ont infligé une sévère raclée 20-3. Alors pas à 3 mais contre ECPM. C'était où d'ailleurs? C'était à Strasbourg dans un gymnase, voilà. Parce que c'est avec vrai des buts de hand de chaque côté. Parce que c'est vrai que jouer sur une patinoire au handball, c'est délicat. Très très compliqué. Il y en a C'est qui ont le essayé, nouveau. ils ont eu des problèmes. C'est le nouveau pôle du BDS pour l'année prochaine. Oui, c'est ça. C'est handball sur glace, Handball sur très glace. très compliqué. Il y a aussi du volley Ça, on en parle avec pas. notre équipe il y avait notamment Marty qui Et s'est Romain. pris et Romain qui sont pris une sévère Branlé. Rousse, on va dire. pas pour branlé rester mais poli. rouste, je pense que c'est le bon mot, 21-6 et l'adversaire était au-dessus, mais il y a eu beaucoup de fautes quand même. Même l'arbitre, qu'est-ce qu'il t'a dit Ah oui, l'arbitre déjà? l'arbitre en avait marre à la fin de nous arbitrer, je crois. À la fin, il a dit que les doubles contacts des balles, on ne devait pas le faire. Tu veux dire que vous Il s'y contrôliez et puis vous la repreniez Donc, après? non, mais en fait, c'est que vu qu'on n'est pas des stars de volleyball, les passes, je pense qu'elles sont pas vraiment toutes appliquées et soignées. Donc je pense qu'on fait beaucoup d'erreurs. Moi, je connais pas vraiment la règle, mais je pense qu'on fait beaucoup d'erreurs de portée de balle en fait. Ah, On merde. a trop longtemps dans la main et donc ça, l'arbitre a été gentil avec nous, il nous a pas Au sifflé. bout d'un moment il est sifflé. Et tu n'as jamais fait de vélo au collège, c'est pas possible. J'en ai fait que très peu, je l'avoue. Je séchais les cours du NSS. Je suis désolé. Madame Aubin, si tu m'écoutes. Puis il y a aussi du basket féminin, où là, voilà, petite rouste encore une fois, qui a compris nos malheureux Storks, 58-24 contre l'Unistra. Voilà. C'est difficile pour les Storkettes basket. Ouais. hein. Cette Une année, grosse couche, hein, c'est compliqué. Une équipe totalement revisitée, hein, je crois qu'il y a que De toute façon, deux... c'est comme ça tous les ans. C'est comme ça tous les ans, voilà. Moi, chez les hommes, c'est pareil. On est quoi? On est 4 de l'année dernière. Ouais, voilà. Donc c'est vrai qu'à l'EM, c'est très compliqué d'avoir une pérennité dans les sports, mais voilà, on les félicite quand même, hein, parce qu'elles sont toujours là. Et puis il y a eu quoi? Il y a eu du volley féminin aussi, où là, cette fois-ci, les Storks ont mis une rouste à l'IUT Louis Pasteur, 21-9, 21-10. Donc voilà, pas grand-chose à rajouter, hein, vite fait, bien fait, elles sont arrivées, elles ont joué, elles sont reparties, le sourire au bout des lèvres. Et aujourd'hui, cet L'événement. après-midi, il y avait quoi? Il y avait le match de football féminin. Voilà, la Coupe de France des ESC Voilà. contre ICL qui pour une fois Premier venait exploit. Est venu. à Strasbourg. Incroyable. On les a enfin Enfin, vus. C'est. Tu dis c'est ça, épuisant. mais tu sais que l'ICN aussi annule les rencontres quand ça se passe chez eux. Ouais, ouais. Le basket, on a connu ça. C'est voilà, Voilà, juste comportement pour dire très que très bizarre. faites avec Nancy, on vous aime, enfin, genre, toutes les. On vous déteste. Hein. On va dire les organisateurs des campagnes de Coupe de France vous détestent, voilà, tout simplement. Je crois qu'il y a un problème financier à l'ICN. Alors Romain, c'est ICN un est-il camp. attractif? Est-il attractif? Donc Romain, je peux lancer un crowdfunding sur ICN aussi. Et donc elles ont réussi à s'imposer. Savoir que l'équipe d'ICN était partie 1 heure en retard, donc on a dû décaler le coup d'envoi. C'était pas foutu de monter dans la voiture au bon moment. Ouais. Et un match dominé de la tête et des épaules par les Storks. Elles ont gagné 2-0 avec un but de un but de Morgan, barre en 30. Donc de la patate. De la patate dans les jambes de Morgan. Et un but de Laura, qui apparemment était au-dessus au niveau technique. Voilà, nouvelle Garincha des Storks. Donc voilà, à noter le moment crampe de Astrid apparemment. Alors Qui a qu'il y a resté une une demi-heure par terre avec ses mains. Pour plus de détails, adressez-vous à Yann Ramsamy, Yannou, sur Facebook, président du B3D. Voilà. On va terminer là-dessus. Merci à vous. Merci. Merci. Et puis on vous dit à mardi prochain Voilà. pour une émission ciné. Mhm. Mercredi, il y aura la revanche des listeux, Voilà. comme la première émission quiz préparée par Romain. Donc voilà, on va faire venir les mêmes équipes et on va remettre le titre en jeu. Voilà. Et encore une fois, le mot Candy Crush sera Candy le Crush. mot piège à ne pas prononcer. Et jeudi pour une nouvelle émission Storks. Donc voilà, salut, Salut. et à la semaine prochaine. Bye bye les artistes.
Que tu ne sois qu'un loser, sans Rolex à ton bras. L'important c'est ton bras, qu'importe. Si diplômé d'un master, tu livres encore des pizzas. Le bonheur n'est-il pas ailleurs?